Oui, bonjour. Il m'a été demandé de parler de l'orientation diagnostique devant la douleur abdominale aiguë chez l'enfant. Le plan qui est proposé est le suivant. Après une introduction, nous allons parler de l'orientation diagnostique de manière générale et ensuite nous allons spécifier être un peu plus explicite pour deux diagnostics principaux que sont donc l'appendicite aiguë et l'invagination intestinale aiguë. Enfin, nous allons conclure. À titre d'introduction, les douleurs abdominales aiguës, c'est un sujet important de consultation dans les services de pédiatrie et bien sûr particulièrement aux urgences. Cependant, dans les urgences spécifiques, effectivement, ça peut concerner 1,5 à 5% en tout cas des cas qui vont véritablement nécessiter une intervention immédiate du chirurgien. De manière générale, à peu près 80% des causes de consultation pour douleur abdominale vont relever de causes médicales en réalité. L'importance d'aller vers un diagnostic précis, c'est que les égarements diagnostiques sont une cause fréquente de procès. Et pour aller au diagnostic, il sera nécessaire de bien interroger et de bien examiner le patient en se rappelant de la fréquence des formes extradigestives et des causes extradigestives et voire même non négligeables dans notre contexte de maladie générale. Les étiologies, quant à elles, sont fonction aussi de l'âge, notamment pour les deux principales que nous avons retenues, qui sont ici essentiellement l'IA, l'invagination intestinale aiguë, et pour les plus grands, l'appendicite aiguë. Et donc, il faudra en fait pour l'interne, le médecin qui reçoit le malade aux urgences, savoir quand appeler le chirurgien, avoir cette hantise avant 3 ans, 2 ans, à peu près, la hantise de l'invagination intestinale aiguë, et au-dessus de 3 ans chez l'enfant plus grand, c'est la hantise de l'appendicite qui reste quand même encore une pathologie de diagnostic très très difficile malgré tout, et dont le diagnostic reste essentiellement clinique et dont la fréquence est quand même évaluée comme étant entre 1 et 8% des causes de douleur abdominale aiguë dans la partie chirurgicale. En termes d'orientation diagnostique, rappelons-nous que cette orientation diagnostique va démarrer par l'anamnèse, une anamnèse qui va donc devoir préciser le mode de début, notamment le caractère aigu compatible avec un phénomène de type soit volvulus ou invagination, ou subaigu en lien avec un processus infectieux qui couvre une appendicite, peut-être sur un mode subaigu. Le type de la douleur, évidemment, forcément, notamment pour les causes hautes. Est-ce que c'est une brûlure? Est-ce que c'est un type de poing? Est-ce que c'est un type de coup de poignard? Est-ce que ça tourne? En fait, ce sera important selon l'âge de l'enfant d'évaluer le type de la douleur. Les enfants peuvent bien le spécifier. Est-ce que ça tord? Est-ce que donc ce sera important de recueillir cela par l'interrogatoire, et surtout en plus d'avoir une idée de la fréquence, notamment le caractère intermittent ou pas, ou le caractère continu, ou le caractère aggravant, le caractère intermittent, surtout s'il s'associe également à des périodes d'accalmie avec des accès de pâleur par moment ou par cri.
ce sera important d'avoir une idée de cette fréquence en dehors du type de douleur. Ensuite, la topographie, bien sûr, la localisation selon les différents cadrans de l'abdomen et puis le caractère éventuellement spastique de la douleur qui peut, ou alors le caractère colique en lien avec l'activité péristaltique qui peut témoigner d'un obstacle sur lequel l'intestin bute. Donc ces éléments seront importants. Bien sûr, ensuite, il faut absolument rechercher les signes d'accompagnement, notamment l'existence d'une fièvre et de vomissements, sachant quand même que la fièvre, selon son importance, quand elle n'est pas très importante, autour de 38,2, en tout cas inférieure à 38,5, ça va orienter vers certaines pathologies. Au-delà, lorsque la température devient plus élevée, souvent il faut chercher des causes générales. Les troubles du transit, ce qui est important ici, c'est de vérifier l'arrêt de matière et de gaz, tout en sachant que même dans une occlusion véritable, on peut, selon la localisation de l'occlusion, si elle est haute ou basse, on peut continuer à avoir des selles lorsqu'elle est très haute et selon l'obstacle existant, les signes seront soit hauts soit bas, notamment en cas d'occlusion. Bien sûr, la consistance des selles et surtout leur couleur, la présence de mucus et de sang. Bien sûr, l'anamnèse aura noté au préalable les antécédents chirurgicaux et l'opération antérieure sur le tube digestif qui doivent faire penser, bien sûr, par exemple, à une occlusion sur bride. Et chez les filles, l'anamnèse gynécologique, est-ce qu'elle est pubère ou pas? Est-ce que c'est pas, par exemple, un syndrome menstruel? Ça, c'est des choses à prendre en compte. Ou alors la possibilité d'une grossesse éventuelle, voire grossesse extra-utérine rompue, par exemple. En tout cas, ce sera des éléments à prendre en compte dans l'anamnèse. Orientation. Orientation diagnostique, quels seront nos éléments paracliniques? De manière générale, on reste sur le fait que devant un abdomen aigu, éliminer une cause chirurgicale est d'abord le fait de l'examen clinique essentiellement. Et donc, c'est sur ça que nous allons nous appuyer. Et donc, bon, la numération formule sanguine est un élément d'orientation, y compris elle et la CRP. Bon, elles pourront orienter davantage effectivement pour identifier un syndrome inflammatoire ou infectieux associé, sachant que de toute façon, elle peut être perturbée en cas d'appendicite, mais elle peut être également perturbée en cas de pneumonie, par exemple. Donc, mais elle garde une valeur tout en sachant que cette valeur ne semble pas informative, même si elle reste quand même dans certains critères pour le diagnostic d'appendicite dans les scores qui existent. Les autres examens, j'ai mis par exemple la mylasémie, on parlait tout à l'heure en cas de parotidite ourlienne ou de pancréatite ourlienne, en tout cas en cas de suspicion de cause pancréatique, ça peut être demandé selon les points d'appel avec devant une douleur essentiellement à topographie médiane au niveau de l'épigastre et surtout en coup de poignard, en tout cas les caractéristiques de la douleur pancréatique, ça peut être un élément à demander selon le contexte. Restent maintenant les autres examens qui relèvent donc selon les signes d'appel, mais je parlerai beaucoup plus ici de l'imagerie médicale. Je laisse de côté le CBU et tous ces éléments qui également seront à demander en fonction des éléments retenus à l'anamnèse et à l'examen clinique. Bon, l'ASP aujourd'hui est considéré comme un examen complètement désuet qui n'apporte pas d'informations. Certes, si on a un pneumopéritoine, comme on le voit sur cette image, bon, on a un pneumopéritoine massif. C'est vrai qu'il peut donner des images de niveau en cas d'occlusion, des images de niveau hydroaérique en cas d'occlusion, en cas de perforation pneumopéritoine. Ce qui était classique, notamment la présence d'un stercolite appendiculaire pour le diagnostic d'appendicite, aujourd'hui n'a pratiquement plus d'effet. De manière générale,
aujourd'hui, l'ASP n'a pratiquement plus de place dans l'abord diagnostic selon la littérature des douleurs abdominales aiguës chez l'enfant. En revanche, la radio thoracique, selon également les signes d'appel, pourrait être plus intéressante parce qu'elle est quand même informative et les pneumonies peuvent aller jusqu'à être imputables de 2 à 3% des situations de douleurs abdominales aiguës. Donc voilà ce que l'on peut dire pour ce diagnostic paraclinique en parlant tout d'abord de l'ASP et de la radiographie thoracique. Ensuite, on parlera donc de l'imagerie médicale non invasive et ici aujourd'hui l'échographie est l'examen de choix dans les urgences abdominales. Vous savez que c'est un examen qui est facile, un échographe portatif peut être disponible aux urgences, permet d'organiser les organes pleins à la fois abdominaux mais également pelviens et peut donner des indications de diagnostic direct tant pour les invaginations que pour même les suspicions d'appendicite. Surtout, ça donne également la possibilité d'explorer le cul-de-sac de Douglas et de voir s'il y a du liquide. Donc l'échographie, en fait, est un examen qui est vraiment facile à faire et qui doit être disponible et qui peut permettre rapidement d'éliminer une cause chirurgicale. Souvent également, ça permet de voir les adénopathies lorsqu'on pense à une adénopathie, à une adénolymphite mésentérique par exemple. C'est vrai que heureusement ou malheureusement, c'est un examen qui est encore opérateur dépendant et donc pour ce qui concerne l'appendicite, par exemple, le fait d'avoir des signes positifs est très informatif, surtout quand on a vu l'appendice. Maintenant, quand on ne l'a pas vu, on ne peut rien conclure. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire aujourd'hui. Et l'échographie abdominale est à préférer à la tomodensitométrie et à l'IRM qui de toute façon ne sont pas d'usage déjà aussi facile, aussi simple que l'échographie qui peut être faite très très facilement et surtout par un appareil qui peut être en fait mobile. Donc c'est un appareil clé. Ajoutant que si on a par exemple des signes, des pathologies que l'on suspecte tant au niveau par exemple pulmonaire, s'il y a une pleuropneumopathie, l'échographie permet également de pouvoir observer les cul-de-sac pleuraux et tous ces éléments, une péricardite. Il y a un certain nombre d'organes extra-abdominaux qui peuvent également être abordés par l'échographie. Donc ça reste l'examen en imagerie médicale de choix. Alors après, quelles sont les principales étiologies en matière de douleurs abdominales aiguës? Bon, comme on disait, donc de manière générale, il y a les causes digestives et il y a les causes extra-digestives. Donc ces causes extra-digestives, déjà, bon, nous avons tout peut être atteint. Il faut me dire que le ventre de l'enfant parle pour tout genre de pathologies, selon l'âge, les ulcères, selon le type de douleur, le foie, les voies biliaires, l'hydrocholécystite, c'est vraiment pour citer la pancréatite. Au niveau de l'intestin, bien sûr, l'adénolymphite, il y a toutes les causes qui vont donc être à risque chirurgical, occlusion, appendicite, volvulus, hernie étranglée. Et au niveau des causes extra-digestives, donc les pneumopathies, mais également les péricardites, la méningite, et la pathologie ORL en général peut effectivement parler par des douleurs abdominales. Et souvent, l'enfant montre le nombril, c'est le seul endroit qui s'est montré. Les maladies systémiques, nous en avons déjà parlé, à savoir le diabète inaugural dans la forme d'acidocétose avec une haleine synémique, ça reste quand même un diagnostic à évoquer, la crise drépanocytaire dans notre contexte, sachant que via la drépanocytose, on peut avoir des douleurs de plusieurs mécanismes, comme nous l'avons déjà dit, ça peut être la crise vaso-occlusive classique, auquel cas elle est de toute façon non chirurgicale, mais ça peut également être une lithiase. Nous savons que c'est à cause de l'hémolyse importante. Ce sont des enfants qui sont exposés à la lithiase et les drépanocytaires peuvent également avoir des crises d'hydrocholécystes, avoir des séquestrations spléniques.
Chez le drépanocytaire, la douleur abdominale peut relever de plusieurs causes, dont certaines peuvent être parfois chirurgicales à terme, disons. Le purpura rhumatoïde, qui est une maladie systémique, il y en a d'autres, et les causes génito-urinaires, grossesse extra-utérine, torsion d'anus, torsion testiculaire chez le garçon, etc. Alors, en fonction de l'âge, évidemment, il y a également des éléments qu'il faut prendre en compte. Plus l'enfant est jeune, plus on pensera à des maladies classiques telles que bon, les coliques, enfin les coliques infantiles. Hein, on sait que l'enfant pleure. Avant, on disait surtout entre 0 et 3 mois, la fréquence des coliques infantiles, c'est fréquent. La gastroentérite, bon, la constipation, les causes déjà citées auxquelles on rajoute bien sûr la maladie de Hirschsprung qui peut se manifester à cette période-là entre 2 et 5 ans. Il y a d'autres causes qui sont citées. En plus, on a parlé des causes ORL, et également ici du purpura rhumatoïde et la maladie de l'adénolymphyte mésentérique. Et donc, en fait, on a un certain nombre de causes. C'est vrai que l'appendicite apparaît beaucoup plus après 3 ans et peut se retrouver après, pas chez le nourrisson plus jeune. Et ici, évidemment, avant 2 ans aussi, également 3 ans selon les séries, la présence de l'invagination. Donc, voilà un peu les causes à stratifier selon l'âge. Et quand on arrive évidemment chez l'adolescent, notamment la fille, c'est là où on trouvera les questions relatives donc au syndrome menstruel, aux dysménorrhées, aux torsions d'annexe, torsion de l'ovaire à la GEU et à la menace d'avortement et toutes ces questions, donc, y compris les risques de salpingite et ces infections en rapport avec l'appareil génital. Alors, quand on suspectait un syndrome abdominal, un abdomen chirurgical, et quand faire appel au chirurgien, bien sûr, on le fera lorsque la douleur abdominale ne cède pas et plutôt en augmentation, et surtout lorsque l'état général de l'enfant s'abaisse, sachant que la fièvre peut également augmenter. Et donc, il faudra toujours regarder ce qu'il y a des signes de choc. Lorsque la fièvre s'aggrave, souvent ça traduit une absédation, par exemple, pour ce qui concerne l'appendicite. Bien sûr, des vomissements bilieux, comme c'est classique de dire, tout vomissement, les vomissements bilieux signent un obstacle sous-vatérien et donc forcément une occlusion organique, en tout cas chez l'enfant fécaloïde. Et donc ça impose sa mise à jeun immédiate et de toute façon l'appel du chirurgien. La défense est importante ou alors carrément le plâtre en cas de contracture généralisée. L'abdomen très tendu avec un tympanisme majeur, la présence de liquide donc, dans le Douglas et la notion de traumatisme abdominal. C'est des critères que nous avons retrouvés dans la littérature et bien sûr l'altération de l'état général de l'enfant importante et tous ces éléments et surtout le caractère évolutif de la situation. De toute façon, il vaut mieux appeler un chirurgien pour rien et surtout il vaut mieux l'appeler tôt qu'il examine et qu'il réexamine l'enfant, surtout pour la question de l'appendicite dont, rappelons-le, le diagnostic est essentiellement clinique. Alors parlons de l'appendicite. L'appendicite qui est une inflammation donc de l'appendice qui est ici, qui survient surtout après 3 ans, qui classiquement se caractérise par une douleur abdominale à fosse iliaque droite, débutant parfois du côté épigastrique et migrant secondairement vers le point de McBurney qui est donc situé entre l'ombilique et la crête iliaque à peu près aux 2/3 et généralement avec une réaction du psoas à la mise en examen, à la mise en tension de celui-ci. Lorsqu'on essaye de faire une flexion de la jambe, on a une réaction du psoas qui est très en faveur de l'appendicite. La fièvre modérée et fréquente au début, elle peut être plus élevée en cas d'absédation secondaire et ou alors en cas d'évolution évidemment vers la péritonite, l'anorexie, les nausées, vomissements, avec parfois diarrhée peuvent égarer au départ, faisant penser à une gastroentérite.
Et l'évolution en général est vraiment un des meilleurs signes pour faire le diagnostic différentiel avec une adénolymphite mésentérique. Donc ça c'est important à prendre en compte. Alors évidemment, il y a des difficultés également de diagnostic qui vont être liées souvent à la position du sécom qui normalement est positionné dans cette position classique qui peut être soit rétrocécale, soit paracécale ou pelvienne ou en position de McBurney ou en position mésocéliaque ou en position sous-hépatique. Alors, lorsqu'elle est en position sous-hépatique, elle peut donner le change avec une cholécystite. Donc, est-ce qu'en position rétrocécale avec une pathologie urinaire ou de l'appareil urinaire, lorsqu'elle est en position pelvienne, elle pourra donner le change avec un problème génital. Donc, le diagnostic est fonction vraiment aussi de la position même du sécom qui peut être plus haut et souvent en position sous-hépatique chez le jeune nourrisson. Donc tous ces éléments seront à prendre en compte dans l'examen clinique et également dans l'examen échographique pour vraiment chercher à identifier et à localiser l'appendice où qu'il se trouve selon les différentes positions. Alors, un certain nombre de scores ont été élaborés pour pouvoir faire le diagnostic et agir, disons, prédictif de diagnostic d'appendicite, qui reste, disons-le, encore un diagnostic très difficile et essentiellement clinique. C'est la douleur migrant vers la fosse iliaque droite, l'anorexie, la nausée, le vomissement, la défense en fosse iliaque droite et la douleur à la décompression, le signe du ressaut, donc, qui va donc compter 2 pour 2 points, la fièvre, l'hyperleucocytose et surtout la prédominance de neutrophile pour un score maximal de 10. Et à la suite, donc, nous présentons ici un certain nombre de scores qui ont pu être validés. Donc, le Pediatric Appendicitis Score, qui reprend donc un certain nombre des valeurs, en fait les valeurs précédemment présentées, donc qui sont donc la douleur abdominale du cadran inférieur, en tout cas droit, donc fosse iliaque droite, perçue lors de la toux ou de la percussion abdominale, une leucocytose supérieure à 10 000, le caractère migratoire de la douleur, donc parfois de la zone épigastrique vers la fosse iliaque droite, l'existence d'anorexie ou de vomissement, la sensibilité de la fosse iliaque droite, la fièvre et l'existence de polynucléaires neutrophiles. Alors ce score existe sur Internet et il calcule directement le score qui ici donc donne 4 avec les 2 éléments importants qui sont donc la douleur de la fosse iliaque droite et la défense, disons, de cette zone ici appelée sensibilité, qui donne un score de 4. Alors dans la littérature, il y a d'autres scores. Ici c'est le score de Samuel qui également reprend un certain nombre d'éléments, la douleur à la toux ou à la percussion, à la décompression, l'existence qui compte pour 2 points, l'anorexie qui compte pour 2 points, l'hyperthermie sans valeur seuil déterminée de 2 points, mais il faut quand même retenir que lorsque l'hyperthermie est très importante, ça correspond à un stade aggravé, en tout cas pour ce qui concerne l'appendicite, dont la température reste quand même généralement contrôlée, pas très élevée, ça correspond à une absédation plus, donc à une complication, une absédation, une péritonite généralisée. Donc les nausées, les vomissements, ici compte 2, la sensibilité encore de la fosse iliaque droite, l'hyperleucocytose, la polynucléose, neutrophile et la migration. Donc ici le score également est ici un peu supérieur à 10, mais dans le pédiatrique appendicite score, les valeurs sont une appendicite peu probable inférieure à 5, supérieure ou égale à 6 appendicite probable, supérieur ou égal à 7 appendicite très probable. Donc tout ça pour dire qu'en fait ça reste des scores avec les questions de sensibilité, de spécificité, de valeurs prédictives positives et de valeurs prédictives négatives, sachant que de toute façon dans un certain nombre de cas encore malgré tout les interventions ont lieu pour déboucher sur des appendicectomies blanches,
Donc, c'est dire que le diagnostic d'appendicite reste difficile. Néanmoins, il faut y penser parce qu'il faut appeler le chirurgien, parce que la létalité n'est pas nulle si on passe à côté de ce diagnostic et surtout, les procès sont derrière. Donc, nous allons dire un mot maintenant des critères échographiques. Les critères échographiques sont importants pour le diagnostic d'appendicite aiguë. Aujourd'hui, l'échographie, comme nous l'avons vu, c'est le premier examen à faire en matière de douleur abdominale aiguë chez l'enfant. Donc, il y a en matière d'échographie pour l'appendicite des signes directs qui seront donc l'existence d'un appendice qu'on reconnaît dans sa forme, un diamètre supérieur à 6 à 8 mm, une épaisseur pariétale de supérieure à 3 mm et surtout le Doppler peut permettre de visualiser l'hypervascularisation de la paroi appendiculaire avec un douloureux passage de la sonde. Il y aura également des signes indirects tels que par exemple l'infiltration de la graisse péridigestive qui va apparaître hyperéchogène, la présence d'un stercolite appendiculaire, on peut le voir, on a dit que c'était un signe à l'époque pathognomonique quasiment de l'ASP, donc on peut voir un stercolite en plein milieu donc, de l'appendice, ça peut être un signe favorable. Bon, on peut avoir effectivement un peu de liquide dans le Douglas hein, comme réactionnel à l'inflammation appendiculaire, et puis on peut avoir un certain nombre d'adénopathies mésentériques réactionnelles, d'où le diagnostic différentiel avec l'adénolymphyte. Mais en principe, en cas d'adénolymphyte, il y a beaucoup plus d'adénopathie, un paquet pratiquement ganglionnaire dans cette zone. Donc, ça permet également de faire la bascule avec également l'évolution. La douleur de l'adénolymphyte ne va pas en s'intensifiant, mais va à un moment donné se réduire. Donc, voilà une image éventuellement d'un appendice qui est enflammé, donc d'une appendicite avec effectivement un diamètre qui dépasse le seuil prescrit et effectivement une hyperéchogénécité périphérique, en tout cas entourant l'appendice, donc qui fait donc suspecter la possibilité d'une appendicite aiguë. Maintenant, nous allons parler un tout petit peu de l'autre diagnostic qui concerne l'enfant un peu plus jeune, qui est un enfant de généralement de 3 mois à 3 ans, mais disons on peut également dire de 2 mois à 2 ans, qui est souvent un garçon avec un pic de fréquence entre 4 et 6-8 mois selon les séries, en tout cas jusqu'à 10 mois, qui survient donc rarement en période néonatale, avec une incidence estimée à peu près à 2% des cas. L'invagination, donc, c'est en doigt de gant, une portion d'intestin trop mobile s'infiltre dans la portion d'aval, disons, et ça va donc créer un boudin. Donc, il y a donc un infiltrat dans l'intestin d'aval et ça va former donc un boudin et qui va avancer jusqu'à éventuellement se retrouver au niveau carrément le plus distal, c'est-à-dire au niveau anal. Donc, en principe, la plupart des invaginations qui seront donc du jeune nourrisson seront des invaginations de cause idiopathique. Classiquement, elles sont iléocoliques et dans quelques cas, elles sont iléo-iliales. Il faut donc absolument chercher une cause sous-jacente et en faire le diagnostic. Alors, sur le plan de la clinique, la triade est classique. Nous avons des crises de douleur abdominale particulièrement caractérisées par le caractère brutal, des pleurs accompagnés de pâleur. Ça, la pâleur ou les cris intermittents doivent faire évoquer la possibilité d'une invagination intestinale aiguë. C'est un diagnostic à côté duquel il ne faudrait pas passer. Le caractère de cet enfant qui crie, qui est calme, ou qui est brusquement pâle, qui peut donner le change parfois avec même une pathologie neurologique ou à des spasmes
presque comme des spasmes du sanglot. Les vomissements alimentaires au début, puis bilieux, donc forcément lorsque l'occlusion s'installe, c'est le deuxième signe. Et le troisième signe, c'est évidemment l'érectorragie avec des selles mucosanglantes, mais il faut savoir que c'est un signe tardif. Il ne faut pas l'attendre pour poser ou évoquer le diagnostic d'invagination intestinale aiguë. Alors la triade classique est présente dans 24% des cas, mais deux signes peuvent être présents dans près de 80 à 90% des cas observés, et il semble que également la triade peut être remplacée deux signes. On peut rajouter quand on a deux signes, l'existence d'une masse palpée, par exemple d'un boudin directement palpé, pour accroître la spécificité. Et là, on peut avoir également encore une meilleure spécificité lorsque l'on inclut cela, faisant monter la spécificité parfois à des taux de 80%. Comment reconnaître l'invagination? Évidemment, l'examen échographique est celui de choix, qu'elle va objectiver directement le boudin, une masse digestive de 20 à 45 mm avec un diamètre. L'aspect en cocarde cible vraiment va permettre d'identifier le boudin. Donc, comme on voit, c'est-à-dire qu'on a la zone hyper-échogène qui est donc l'anse qui est invaginée, et autour elle est entourée dans cette image en cocarde d'une zone hypoéchogène qui est en fait l'anse réceptrice. On voit bien ici également coupe longitudinale, ici la zone invaginée, et en périphérie donc on voit donc l'anse réceptrice. Donc diagnostic de l'invagination intestinale aiguë, c'est un diagnostic de posée de sonde. Alors évidemment, souvent on va trouver ce boudin en zone sous-hépatique, et donc ça permet assez rapidement de prendre une décision thérapeutique et de libérer. Donc pour finir, nous avons tenté de voir est-ce qu'on peut tenter une orientation diagnostique devant la douleur abdominale aiguë de l'enfant de manière algorithmique. Bien sûr, nous avons l'anamnèse et l'examen clinique dans les bonnes conditions que nous avons fait. La première chose selon nous, ce sera d'éliminer une cause chirurgicale, hernie étranglée, appendicite, diverticule de Meckel, je n'ai pas beaucoup parlé, invagination, bien sûr, occlusion péritonite, occlusion de toute cause, bride, occlusion sur bride, volvulus, malrotation et toutes les causes péritonites secondaires à une appendicite méconnue et tous ces éléments. Ensuite, nous avons vu que les causes générales étaient assez fréquentes, donc nous avons mis effectivement que l'examen général devra permettre de s'assurer qu'il n'y a pas de pneumonie, de méningite, de péricardique, de pathologie ORL. L'hépatite virale, notamment anictérique au début, peut également se manifester par des douleurs abdominales, la crise de drépanocytaire, on en a parlé, le purpura rhumatoïde, diabète inaugural et d'autres maladies plus rares, notamment chez nous, à savoir la porphyrie et la maladie périodique. Des examens, s'il faut le faire, je n'ai peut-être pas suffisamment, après l'examen clinique, dit que l'examen à faire, c'est essentiellement l'échographie. Et donc, ensuite, nous avons toutes les causes extra-abdominales qui existent selon les données également échographiques, parce que l'avantage de l'échographique, ça permet d'examiner à la fois les éléments intrapéritonéaux et rétropéritonéaux, comme le rein et tous les autres éléments, et donc ça va permettre, y compris le pelvis, de voir s'il n'y a pas une pathologie urinaire génitale surrénalienne, ou pourquoi pas une douleur, une tumeur. Enfin, en 4, nous mettons la colite aiguë, la constipation, une première poussée de Missy, pourquoi pas, et donc tout cela peut permettre de toute façon de voir à peu près, de faire le tour des causes les plus fréquentes et éventuellement de renforcer le bilan qui a été fait ici initialement, soit par une CBU, soit par d'autres examens complémentaires qui pourront se surajouter à mylasémie et tous ces éléments. En conclusion, dans les douleurs abdominales aux urgences, les causes médicales sont les plus fréquentes, l'urgence chirurgicale est à éliminer, la place de l'examen clinique est essentielle, l'échographie est l'examen complémentaire indispensable.